Ok, donc bon, si vous n'avez pas de questions, ben, on démarre. Alors, cette fois-ci, on est toujours dans le cadre du fonctionnement, bien sûr, BI 434, à savoir on s'intéresse au cœur et au vaisseau sanguin, mais aussi au rein. Donc, la première partie dont vous avez été évalué hier, c'est surtout intéressé au fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins, la régulation cardiaque, la régulation à plus grande échelle des vaisseaux sanguins, la régulation locale Mon Dieu, des tu vaisseaux vas sanguins. m'aider SV4. Et donc, vous avez ici, attention, merci de penser à éteindre vos micros. Merci. Donc, je rappelle, donc, cette fois-ci, on va attaquer d'ici début mai plusieurs TD en relation avec la physiologie rénale. Et puis, même principe qu'hier, vous aurez une petite évaluation la semaine du 3 mai. Donc, ce sera exactement un petit peu de contrôle, hein, peut-être une douzaine de questions qui portera sur les TD que nous allons faire entièrement consacrés au rein. Et puis après, donc, vous attendrez mi-mai pour faire un devoir plus intégratif qui, normalement, en tout cas, on peut espérer que la situation soit améliorée d'ici là et que, bien sûr, votre examen, vous le ferez en présentiel. Donc, aujourd'hui, on attaque la nouvelle partie sur la physiologie rénale, même si aujourd'hui, on va surtout traiter la partie en relation avec un principe fondamental qui est celui de l'osmose. Donc, on va quelque part très peu parler des reins. Aujourd'hui, on va un petit peu en parler, mais on va surtout s'attarder à un principe qui va souvent revenir lorsque vous souhaitez comprendre le fonctionnement rénal et surtout sur quoi se basent les principes de filtration, de réabsorption qui vont conduire à la formation de l'urine. Donc, globalement, pour ce TD, vous avez ici, on va s'intéresser au mouvement d'eau de part et d'autre d'une membrane. Quand on fait référence aux membranes, on fait référence bien sûr aux membranes cellulaires. On va revenir sur les notions d'entrée et de sortie d'eau chez les espèces animales, quoi qu'on va très peu en parler, mais je l'évoquerai à un moment. Et puis, le principe d'osmorégulation, donc la notion d'osmolarité, on va également en parler, mais et ce sera aussi l'occasion de s'entraîner au calcul d'osmolarité d'une solution. Voilà, donc pour ce TD, alors il y a beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a 4 exercices, 4 petits exercices, mais c'est quand même bon, les questions, il n'y a pas beaucoup de questions par exercice, mais quand même certains vont avoir besoin d'un certain d'explication, et vous allez bien écouter parce que ça va vous servir forcément pour la suite, en tout cas pour la compréhension du fonctionnement rénal. Donc, on vous parle d'une solution qui contient donc, pour 1 litre, les solutés suivantes. Donc, vous avez du chlorure de calcium, du chlorure de magnésium, du chlorure de sodium et du bicarbonate de sodium. Et on vous indique la masse de ces composants, de ces solutés et leur masse moléculaire. Donc, première question, alors, donc les 3 questions pour cet exercice, calculer la concentration de chaque sel en millimol par litre. Deuxième question, calculer l'osmolarité totale de la solution. Donc, ce qui veut dire que vous allez devoir calculer l'osmolarité de chacun des solutés. Et puis après, une fois que vous aurez calculé l'osmolarité de chacun des solutés, vous ferez une somme et vous obtiendrez l'osmolarité totale de la solution. Et puis, on pose cette question, que se passe-t-il si on met des cultures de cellules humaines de rein, même j'aurais tendance des cellules humaines, hein, tout court, hein, ça suffit pour comprendre. Que se passe-t-il si on les met au sein de cette solution? Et troisième question, quel est le lien entre le maintien de l'osmolarité et la pression artérielle? Donc, pour comprendre l'osmolarité, même ce qu'on appelle l'osmose, on en avait déjà un petit peu parlé lorsque nous étions enfin, au premier semestre. Je l'ai un petit peu évoqué lorsque nous avions parlé des échanges liquidiens avec la pression oncotique. Donc, on va revenir un petit peu sur cette notion d'osmose et d'osmolarité. Donc là, j'ai mis sur cette diapositive un petit rappel du principe de l'osmose. L'osmose, c'est quoi si vous aviez à définir l'osmose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire brièvement ce qu'est l'osmose? C'est la notion d'équilibre entre les deux compartiments par rapport à l'eau. L'eau, elle va aller du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré pour rééquilibrer les ions. Voilà, en fait, c'est ça, effectivement, l'osmose. C'est effectivement, l'osmose, c'est un phénomène qui tend vers un équilibre. Et en physiologie, c'est un mouvement d'eau. L'osmose, c'est un mouvement d'eau. Et c'est un mouvement d'eau qui va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté.
Donc là, vous avez par exemple ici, j'ai deux compartiments, vous voyez, j'ai deux compartiments, et là, j'ai beaucoup de soluté dans ce compartiment-là, et j'ai moins de soluté dans celui-ci. Et ces deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable qui ne laisse passer que l'eau. Et du coup, vous avez deux compartiments qui ont des qualificatifs différents. L'un, vous direz que pour l'un des compartiments très concentré, il est hypertonique, et l'autre, par contre, il est hypotonique. Dès l'instant où vous avez un déséquilibre de concentration entre les deux, l'eau va chercher à se déplacer vers le nœud le plus concentré, de manière à équilibrer les concentrations de part et d'autre de la membrane. Le but, c'est d'atteindre l'équilibre entre les deux compartiments, ce qui est indiqué à droite, ce qu'on appelle l'isotonie. Donc voilà, l'osmose, c'est un mouvement d'eau, et l'eau se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré en soluté. C'est grâce, mine de rien, c'est grâce à ce principe-là que l'eau que vous buvez au quotidien, quand vous prenez un verre d'eau, vous avez remarqué, l'eau va être absorbée et dans votre corps, elle va aller dans votre sang, et cette eau va être équitablement, va être répartie dans l'ensemble de vos cellules, de vos compartiments, et il y a un équilibre pour cela qui est nécessaire à établir. Et l'équilibre hydrique de l'eau à l'échelle de l'organisme repose sur l'osmose. Donc c'est pour ça que c'est très important de le comprendre. Et les reins, justement, ils vont maintenir, ils vont avoir pour travail notamment de jouer sur cette osmolarité pour maintenir l'équilibre hydrique à l'échelle des compartiments. Donc c'est pour ça qu'on commence d'ailleurs ce TD par l'osmose. Donc l'osmose, c'est quelque chose de fondamental pour la suite. Donc ça, c'est pour l'osmose. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, ou s'il n'y a pas de questions, envoyez-moi un petit signe, un petit message, je reprends l'explication, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, le principe d'une concentration. Bon, là, je vais faire ça, on va faire assez rapide parce que finalement, ça c'est du baba, je dirais. Hein. La concentration d'une solution, c'est la quantité par unité de volume. Donc, soit c'est une quantité molaire, soit c'est une quantité massique. Donc, ce qui veut dire que pour calculer une concentration, vous faites simplement la masse divisée par le volume. Et si vous voulez avoir la concentration molaire, vous multipliez ce volume par la masse molaire. On va parler d'osmolarité. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de l'osmose, et là, il y a l'osmolarité. Ce qu'on appelle l'osmolarité ou concentration osmolaire, ce que j'ai indiqué par osme entre crochets, la concentration osmolaire, c'est une concentration en particules qui ont un pouvoir osmotique. Et qu'appelle-t-on une particule qui a un pouvoir osmotique? C'est une particule qui va avoir cette capacité justement à attirer l'eau. Donc, quand on parle d'osmolarité, on va s'intéresser uniquement à la concentration en soluté qui ont un pouvoir osmotique. Autrement dit, qui vont permettre d'attirer l'eau. Donc ça, on met un petit peu à part, on va s'en servir pour la suite. Donc d'abord, simplement pour calculer les concentrations, ben voilà, j'applique ces formules classiques, hein, ce sont des formules qu'on apprend au lycée. Si je prends l'exemple du chlorure de calcium que vous avez dans le tableau, ben voilà, simplement, je prends la masse de chlorure de calcium, donc j'ai 0,1 g de chlorure de calcium dans 1 litre de solution, et on multiplie par la masse molaire de ce chlorure de calcium, et j'obtiens une concentration molaire de 9,01 soit à peu près 0,9 millimoles par litre. Donc là, je vous laisse un temps pour noter ce que vous avez sous les yeux. Donc là, c'est un classique pour calculer la concentration. Mais après, on va parler de la concentration molaire, la concentration osmolaire.
Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe à la diapositive suivante. Bon, là, c'est un exemple pour le chlorure de calcium. Vous appliquez le même principe pour les autres solutés, à savoir donc, le chlorure de sodium, chlorure de magnésium et bicarbonate de sodium. Je passe donc à la diapo suivante. Donc voilà, vous avez ici les résultats de concentration que vous devez trouver pour à peu près les autres solutés. Donc pour le chlorure de magnésium, en appliquant la formule, vous avez donc 4,14 millimolaires pour le chlorure de magnésium, 78,6 pour le chlorure de sodium millimolaire et 13,3 millimolaires pour le bicarbonate de sodium. Ensuite, il y a, pendant que vous notez les résultats, donc on avance un peu sur ça parce que bon, là, ce sont des calculs assez basiques. Je vous laisse noter les concentrations. Il y a une colonne à droite que l'on va garder pour le calcul des concentrations osmolaires, autrement dit de l'osmolarité. Et puis, vous avez ici une colonne avec I, justement. Ça, c'est ce que nous allons voir par la suite. Mais globalement, ça représente quoi ces I que vous avez pour chacun des solutés? Déjà, ce que vous avez là dans... Le nombre d'espèces, effectivement, le nombre d'espèces, c'est-à-dire, là, par exemple, vous avez le chlorure de sodium, le NaCl. Le NaCl, le chlorure de sodium, c'est ni plus ni moins que le sel, hein, le fameux sel de table. Donc, ce que vous connaissez du sel, c'est quelque chose qui est cristallin. Mais si vous mettez ce sel en solution, ce NaCl en solution, ça se dissocie. Le NaCl va se dissocier en deux espèces, Na+, et Cl-. Voilà pourquoi on parle d'espèces qui vont se former à l'issue de la dissociation du NaCl. Donc, si je mets du chlorure de calcium dans une solution, ben, je vais avoir trois espèces, à savoir un calcium et deux chlorures. Donc, au total, un calcium et deux chlorures, trois espèces qui se retrouvent en solution. Donc, ce principe-là, nous allons revoir justement pour le calcul de l'osmolarité. Donc, on vous demande de calculer l'osmolarité totale de la solution. Et puis après, on parlera du principe de l'application de cette osmolarité sur des cellules humaines. Alors, bon, je vous mets 5 minutes de réflexion, mais on va un petit peu avancer. La réflexion, on va la mettre un petit peu de côté. Je préfère prendre le temps de revenir, je préfère prendre le temps de vous expliquer l'osmose. On gardera le temps d'analyse plutôt pour les courbes qui vont suivre par la suite. Donc, l'osmolarité totale de la solution, d'abord, on calcule l'osmolarité. Pour déterminer l'osmolarité totale d'une solution, il faut donc calculer l'osmolarité de chacun des solutés présents dans la solution. Donc, on a vu qu'il y a 4 solutés, et vous allez devoir déterminer donc l'osmolarité de chacun de ces solutés. Mais avant cela, il faut déterminer le nombre de particules qui ont un pouvoir osmotique, justement. Et ces particules vont se former suite à la dissociation du sel. Ainsi, si je prends le cas du chlorure de calcium, en solution, le chlorure de calcium, ben, il se dissocie donc en un calcium et deux chlorures. Au final, vous avez trois espèces en solution dissociées et vous en déduisez alors l'osmolarité. Ce qui veut dire que comme la concentration en chlorure de calcium est de 0,9 millimolaire, ben, vous multipliez ce 0,9 millimolaire par le nombre d'espèces et vous obtenez la concentration osmolaire en chlorure de calcium. Ce qui veut dire que les sels en solution dans l'organisme, et heureusement d'ailleurs, heureusement pour info, heureusement que nous sommes hydratés, que notre organisme est bien hydraté, parce que si nous sommes insuffisamment hydratés, ça favorise la formation de cristaux de sel qui peuvent conduire au niveau rénal, par exemple, à ce qu'on appelle des lithiases. Les lithiases rénales, justement, se forment lorsque nous sommes déshydratés. On a des cristaux de calcium qui peuvent
se former, qui peuvent obstruer les voies urinaires. Donc ça peut être très très dommageable. Donc au final, si j'applique ce principe je tiens compte du nombre d'espèces par celles dissociées en solution, le chlorure de calcium, il se dissocie en 3 espèces, même chose pour le chlorure de magnésium. Au final, je multiplie leur concentration, chacun par 3, pour avoir la concentration osmolaire, ce que je retrouve dans la colonne de droite. Le NaCl, lui, je dissocie en 2 espèces. Donc là, je prends la concentration molaire, je multiplie par 2 et j'obtiens une concentration osmolaire de 157 milliosmoles. Donc pour l'appellation, on parlera de milliosmoles par litre. Même chose pour le bicarbonate, 2 espèces. Na+ d'un côté, HCO3- de l'autre. Je laisse prendre le temps de noter ceci. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Est-ce que c'est bien, en tout cas, j'espère que c'est bien compris pour le calcul de l'osmolarité. Vous remarquerez au passage, c'est une petite remarque, l'importance en tout cas qu'on a donnée ici au chlorure de sodium, au NaCl. Vous avez vu que l'osmolarité donc j'ai une forte concentration NaCl bien sûr, mais l'osmolarité aussi est tout aussi importante. Ce n'est pas anodin par rapport à la suite. Pourquoi dans la colonne du I, il y a marqué 3 au lieu de 9 pour le MgCl2? Parce qu'on vous a parlé de... On vous a mis... vous avez dans le polycopier, il y a 9, c'est ça? Vous avez 9 sur le polycopier? Effectivement, l'eau, effectivement, on ne tient pas compte de l'eau. L'eau ne se dissocie pas et l'eau n'a pas de pouvoir osmotique. C'est pour ça qu'en fait, là, pour l'instant, on ne tient compte que du magnésium et du chlorure qui, eux, ont un pouvoir osmotique. Donc, d'une manière générale, les particules qui ont un pouvoir osmolaire, non, justement, on ne met pas, comment dire, on multiplie, l'eau n'a pas de pouvoir osmolaire, donc on ne tient pas compte. Là, vous ne tenez compte que de MgCl2, que de ce qui se dissocie. Non, vous ne tenez compte que du chlorure de magnésium. Donc c'est vrai, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a mis 6H2O, parce que dans tous les cas, les solutés sont en solution. Donc vous ne tenez compte qu'uniquement des espèces qui se dissocient et surtout des sels, entre guillemets. Hein, donc là, le chlorure de magnésium. Mais c'est vrai que c'était bien effectivement de poser la question par rapport à ce petit 6H2O qui peut faire un peu tâche comme ça sur le tableau. Ah, pour le bicarbonate, il se dissocie en 2 espèces. Donc il y a le Na+ d'un côté et HCO3- de l'autre. HCO3-, moins en exposant, hein, c'est ce qu'on appelle les ions bicarbonate ou hydrogénocarbonate.
voilà, je vais passer donc à la suite, ce qui veut dire que, en fait, pour calculer maintenant l'osmolarité totale de la solution, tout ce que vous avez à faire, c'est faire la somme de ces 4 osmolarités, et vous obtenez, à vue d'œil, quelque chose comme à peu près autour de 200 milliosmoles par litre. Donc là, il y a juste une petite addition à faire. Donc, vous aurez compris, donc, pour calculer l'osmolarité de la solution, je calcule l'osmolarité de chacun des solutés, et j'arrive à quelque chose comme à peu près 200 milliosmoles par litre. 200 milliosmoles par litre, et on vous demande, mais que se passe-t-il si justement je mets ces cellules, cette solution de 200 milliosmoles par litre, en présence de cellules humaines? Alors on précise cellules de rein, mais ça peut être aussi des cellules des hématies, ça peut être d'autres cellules, puisque l'osmolarité est assez constante à l'échelle de l'organisme. Donc à l'état physiologique, donc dans notre sang déjà, je précise, notre sang, on en avait déjà parlé, notre sang il est de l'ordre de 9 grammes. Il y a à peu près 9 grammes par litre de chlorure de sodium. Si je calcule l'osmolarité, si j'applique le principe que vous avez vu tout à l'heure avec l'osmolarité, j'arrive à peu près à 285 milliosmoles par litre. Bon, 300 milliosmoles, mais comme il n'y a pas 100% du NaCl qui se dissocie, on arrive à 285. Globalement, c'est entre 285 et 300. Donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez une valeur autour de 300 milliosmoles. Dans tous les cas, notre sang, du fait de la forte concentration en NaCl, est très osmolaire. Et nos cellules, justement, nos cellules sont équilibrées avec cette osmolarité. Si bien que si vous mettez nos cellules en présence d'une solution à 200 milliosmoles par litre, ça voudra dire que 200 milliosmoles par litre, c'est hypotonique par rapport à l'état physiologique. Donc attention, ce qui est hypotonique, c'est le 200 par rapport à 285. Nous sommes à peu près à 280, l'osmolarité de notre sang est de 285. Si on met nos cellules donc en présence d'une solution de 200 milliosmoles par litre, la solution à 200 milliosmoles sera considérée comme hypotonique. Conséquence. Je vous écoute par contre. Là, ça vous me dire ce qui se passe. Si je mets des cellules humaines en présence qui sont équilibrées avec cette osmolarité, dans l'environnement des cellules humaines est à 285 milliosmoles en intra, en extracellulaire. Mais si je mets ces cellules en présence d'une solution, je les plonge dans une solution à 200 milliosmoles. Elles vont éclater. Pourquoi? Effectivement, je suis d'accord. L'eau va rentrer dans la cellule parce que du coup, elle est hyper tonique et l'eau, elle rééquilibre, donc elle va aller dans le milieu le plus concentré qui est celui de la cellule du coup. Oui, tout à fait. Effectivement, donc comme l'environnement des cellules est hypotonique et la cellule se retrouve, donc et la cellule est hypertonique quelque part, vous avez... attention, Imen, si vous pouvez penser à couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, effectivement, comme les cellules sont à 285 milliosmoles par litre et que vous les mettez dans une solution à 200, les cellules sont donc hypertoniques. L'eau va naturellement entrer donc, dans les cellules par le phénomène d'osmose et les cellules de rein vont gonfler, voire éclater, car de l'eau va entrer à l'intérieur de ces cellules pour équilibrer les milieux intra-extracellulaires. Vous avez ce schéma qui illustre très bien le principe. Selon que vous mettez des hématies dans une solution hypo ou hypertonique. Donc, regardez. Alors, Sandra, vous me dites qu'elles sont en turgescence. Turgescence, c'est quand plutôt elles perdent de l'eau. Turgescence. Non, pardon, vous avez raison. Elles vont gonfler, elles vont être en turgescence. Excusez-moi. Elles sont en plasmolyse quand elles perdent de l'eau. Donc, effectivement, les cellules vont gonfler, elles vont entrer en turgescence. Et si la différence d'osmolarité est trop importante, vous allez avoir effectivement un éclatement des cellules. Donc, on a pour illustrer, on se retrouve dans cette situation-là. La solution est hypotonique. Et à l'inverse, vous voyez que si je mets une solution hypertonique, regardez, vous avez simplement les cellules on parle de plasmolyse, les cellules perdent leur eau, elles se rétractent.
Donc, il faut que notre organisme, vous aurez bien compris que notre organisme doit être dans des conditions isotoniques. Iso, ça veut dire égal, iso. Donc, des conditions égales de tonicité entre les milieux intra- et extracellulaires. D'ailleurs, bon, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, d'où l'importance aussi, quand on, dans le milieu médical, quand on fait des perfusions, de bien perfuser avec une solution dont l'osmolarité reproduit bien sûr l'osmolarité physiologique. Parce que si vous perfusez avec une solution qui est trop concentrée ou pas assez concentrée, bonjour les dégâts. D'ailleurs, il y a déjà eu des cas de décès à l'hôpital à cause de ça, à cause d'erreurs de perfusion, malheureusement. Ensuite, donc, quel est le lien? Troisième question, je vous laisse finir de noter. Et puis, on va passer à la troisième question. Donc, je passe à la suite. Si vous voulez que je revienne en arrière, n'hésitez pas. Donc, troisième question. Quel est le lien entre le maintien de l'osmolarité et la pression artérielle? Je vous écoute. N'oubliez pas que les reins sont impliqués dans la régulation de la pression artérielle. Déjà, qu'est-ce que vous avez compris? Si je fais le bilan, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé d'osmolarité, on a parlé du phénomène d'osmose. On a dit qu'on observe des mouvements d'eau liés au pouvoir osmotique. Autrement dit, quand vous avez une solution très concentrée, ça va générer des appels d'eau, et quand vous avez une osmolarité élevée, ça va générer un appel d'eau, le volume va augmenter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toute modification de l'osmolarité va conduire à une modification de la volémie. Parce que justement, l'eau suit toujours, par exemple, le sodium par le phénomène d'osmose. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc là, le principe, c'est que notre organisme maintient sa volémie. Il va maintenir la volémie grâce au principe d'osmolarité. Pour faire simple, puisqu'on va parler des reins, les reins vont en permanence ajuster la concentration en sodium de notre plasma de manière à maintenir un certain équilibre hydrique. Or, vous savez que toute modification du volume sanguin conduit à une modification de pression artérielle. Donc, bon, là aussi on passe parce que je me rends compte que on passe directement à la réponse. Donc, pour maintenir l'osmolarité plasmatique, donc à la valeur de consigne qui est de l'ordre de 285 milliosmoles par litre, à 290 plus ou moins 5 milliosmoles par litre, c'est ce qu'on trouve. Donc, le rein va en permanence ajuster la réabsorption d'eau et de sodium. Et ce qu'on retient, c'est que dès l'instant où j'ajuste la quantité de sodium, ben, l'eau va toujours suivre le sodium par osmose. Ce qui veut dire que toute modification de la concentration en sodium plasmatique va modifier donc l'osmolarité et donc la volémie et donc la pression artérielle. Alors pourquoi je parle du sodium et pas par exemple du magnésium ou du calcium? Parce que justement notre plasma sanguin est de l'ordre effectivement à une osmolarité de 280 à 300 milliosmoles par litre, mais la majorité de cette osmolarité est liée au sodium. Donc si vous voulez ajuster la quantité d'eau dans votre organisme, il faut ajuster la concentration en sodium. D'où le lien entre l'osmolarité et la pression artérielle.
Donc, il y aura d'autres TD, bien sûr, où nous reviendrons sur... En fait, il y a les autres TD, vous regarderez si vous avez la possibilité sur le polycopier. Certains exercices font référence à l'équilibre du sodium, et d'autres exercices ont fait référence à l'équilibre hydrique, donc de l'eau. Et à chaque fois, vous verrez que l'eau, les mouvements d'eau dans l'organisme sont le fait de la concentration sodium. Donc, petite remarque, c'est que, en général, quand on veut ajuster certains paramètres liés à des concentrations en eau, en sodium ou même en pression artérielle, donc on va utiliser certaines hormones. Et là, il y en a 3-4 à peu près qui ont un rôle, je dirais, dans la régulation de la pression artérielle. L'hormone antidiurétique qui agit sur la réabsorption d'eau, l'aldostérone sur la réabsorption de sodium, l'ANP, donc le peptide natriurétique auriculaire, lui qui va éliminer le sodium, et puis après vous avez le système rénine-angiotensin dont on a parlé la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines plutôt. Y a-t-il des questions sur ce principe? Ok. Allez, donc on passe à la suite. Deuxième exercice. Donc là, c'était pour le principe de l'osmose. Il y a M. Meunier, votre professeur, donc qui vous donne les cours magistraux, il avait envoyé un petit mail, il a bien insisté sur l'osmolarité, l'osmose, parce qu'il avait l'impression que ce n'était pas très clair, en tout cas par rapport à vous allez faire des TP, tout ça, vous allez y revenir. Donc il faut que ce soit bien maîtrisé ce principe, et surtout pour les autres TD, vous allez voir qu'on va régulièrement y revenir. Ensuite, donc on prend un animal que l'on met en état de surcharge hydrique en lui par absorption rapide d'1 litre d'eau. Donc, on mesure 3 paramètres. La volémie, qui est indiquée par la courbe 1 que vous avez à droite. Ensuite, vous avez l'osmolarité plasmatique. Encore une fois, on y revient. Hein, et le débit urinaire en fonction du temps. Donc, le temps 0 indique le moment où on provoque la surcharge hydrique. Et vous voyez effectivement trois paramètres. La volémie, le volume sanguin, l'osmolarité et le débit urinaire. Donc, analysez les 3 courbes. Donc là, par contre, je vous laisse quand même un peu le temps de réfléchir sur ces 3 courbes et vous me dites ce que vous comprenez par rapport à l'évolution des paramètres. Si vous avez des questions, je reste là. Hein. Je vous demande de dire, analyser, vous n'en dites ce que vous voyez, mais vous expliquez aussi pourquoi ça varie.
Ce qu'on ne vous précise pas, c'est qu'on provoque une ingestion d'1 litre d'eau pure, on va dire. C'est-à-dire, on va dire qu'il n'y a pas de concentration particulière. Monsieur, on peut vous répondre là du coup? Oui, bien sûr. Je ne Bah, pas forcément dans 5 minutes, dès que vous avez une réponse. Ou oui, alors, je vous écoute. la volémie, on voit qu'elle augmente, c'est la première chose qui Mhm. augmente. Oui. Et en parallèle, dans un même temps, on voit que du coup, le rein, il va beaucoup moins réabsorber l'eau parce que la volémie, elle a dépassé la valeur de consigne. Du coup, il y a moins de pression osmotique parce que le rein, il absorbe, enfin, il absorbe. Il y a moins d'osmolarité au niveau du rein. Je ne sais pas si je suis très claire. Alors, en fait, au niveau rénal, la seule réflexion que vous devez avoir par rapport au rein, c'est au niveau du débit urinaire. Parce que là, vous avez en haut la volémie, donc c'est le volume sanguin. Donc, autrement dit, c'est le volume de sang, vous êtes dans les vaisseaux sanguins. Là, vous êtes à l'échelle de l'organisme. Et pareil pour la pression osmotique du plasma. Donc, on fait référence à la valeur du sang, parce que le plasma, c'est la partie liquide du sang. Donc là, ce que vous avez pour les deux courbes du haut, ce n'est pas nécessairement en relation avec le rein. C'est plutôt à l'échelle de l'organisme. Parce que pourquoi ça augmente selon vous déjà? Pourquoi la volémie augmente déjà? Simplement. On ingère de l'eau. Pourquoi la volémie augmente? Parce que l'eau, elle va du compartiment le moins concentré vers le plus concentré. Du coup, Là sans aller dans les détails, pour l'instant, simplement. Parce que l'eau est absorbée simplement vers le sang. C'est-à-dire que vous buvez, vous prenez un verre d'eau, l'eau se retrouve dans votre tube digestif, l'eau est absorbée simplement. Effectivement, je suis d'accord avec il y a le principe d'osmose qui fait que l'eau est facilement absorbée. Et ce qui explique qu'on a, peu de temps après l'ingestion de l'eau, une augmentation de notre volume sanguin. Donc l'augmentation du volume sanguin, c'est le fait justement de l'absorption de l'eau. Alors vous allez me dire, oui, mais on a fait ingérer 1 litre d'eau. Or là, on voit qu'une augmentation de 0,1 litre. C'est normal parce que les 0,9 litres sont allés un petit peu dans les autres compartiments cellulaires et extracellulaires. Là, on s'intéresse qu'au compartiment sanguin. Donc déjà, j'ai une augmentation de la volémie du fait de l'absorption de l'eau. Ensuite, pourquoi la pression osmotique diminue? Alors oui, Inès, vous avez bien dit, effectivement, l'apport d'eau, donc le sang augmente. Maintenant, pourquoi la pression osmotique diminue? Donc là, on fait référence à l'osmolarité. Pression osmotique, c'est bien sûr en relation avec l'osmolarité. Moi, je pense que la pression osmotique diminue parce que on boit de l'eau et dans l'eau, l'osmolarité de l'eau est plus faible que l'osmolarité du corps, du sang. Oui, mais pourquoi? Pourquoi ça diminue, puis après ça remonte, c'est régulé. On voit dans tous les cas que c'est régulé. Mais pourquoi ça diminue? Mais ça diminue parce que l'eau, elle va dans le sang. Oui, mais un terme simple que vous connaissez quand vous mélangez, allez, je prends un café, on met trop d'eau, que se passe-t-il? Le café, il est un peu plus... Bah, il est pas beau. Je suis d'accord, effectivement, oui. Alors, Non, j'ai peut-être des qu'il réponses. est. J'ai le mot, il est dilué. Donc là, c'est le même principe. Vous avez un plasma à 9 grammes par litre de NaCl. Si vous absorbez de l'eau pure, votre plasma va être, il y a un effet de dilution. Il y a un effet de dilution, ce qui fait que l'osmolarité va nécessairement diminuer. Donc, simplement, voilà, bon, on va noter tout ceci, mais le principe, c'est ça, c'est que vous avez une augmentation de la volémie du fait de l'absorption intestinale de l'eau. Vous avez une baisse de l'osmolarité parce que le plasma se retrouve un temps dilué. Mais après, c'est rétabli parce que vous voyez, les reins travaillent justement, ils vont éliminer l'excédent d'eau. C'est-à-dire que c'est connu, hein, d'un instant on boit beaucoup, on a envie d'uriner. Parce que on est censé avoir un équilibre d'eau à l'échelle de l'organisme. Si on a trop d'eau, les reins vont se charger d'éliminer l'excédent. Voilà pourquoi le débit urinaire va augmenter. Donc, en gros, il fallait aller dans ce sens-là. Donc,
Alors, avant d'aller un peu plus loin, ça, je pense que ce sont on va rappeler le principe des régulations, mais je crois que vous l'avez dans votre cours. Hein. Bon, dans tous les cas, ce sont des schémas assez classiques. Là, on est sur, là aussi, d'un schéma classique de régulation qui est qu'on part d'une perturbation. Donc, la perturbation ici, c'est l'ingestion d'un volume d'eau, hein, quelque part. Et dès l'instant où il y a une augmentation ou une diminution d'un paramètre lié à la perturbation, vous voyez, ça va avoir un impact sur, ça va être détecté par des senseurs ou des récepteurs qui vont alors envoyer l'information à un centre d'intégration qui peut être général comme le système nerveux ou local, ça va dépendre parce que des fois on a des récepteurs intégrés à l'organe, et puis de là on agit par des voies différentes sur un effecteur qui va fournir une réponse de manière à rétablir, à répondre à la variable, enfin, à répondre au stimulus pour rétablir la variable. Donc, n'oubliez pas, gardez bien ça, ces schémas-là en tête, parce que ça vous permet de comprendre toujours, on fait une perturbation, il y a une perturbation, donc on ajuste en conséquence, mais comment on ajuste grâce à une suite d'événements liés à justement des récepteurs, des intégrateurs, des effecteurs. Donc, concernant ce que l'on attendait de cette analyse, c'est donc déjà, on ingère 1 litre d'eau, une perturbation, on gère une perturbation qui est observée au bout de 10 minutes. C'est le temps qu'il faut pour que cette eau passe par l'estomac, rejoigne l'intestin grêle, et puis après, il y a un temps d'absorption qui est assez lent quand même. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'à partir de là, on observe une augmentation de la volémie de près de 100 millilitres. On voit, on passe de 5 à 5,1. Vous allez me dire, mais où ils sont passés les 900 autres? Je vous l'ai dit, ils sont passés dans… Alors, ce qu'on appelle LEC et LIC, ce sont ce qu'on appelle des liquides extracellulaires et liquides intracellulaires. C'est un jargon qui est très couramment, très répandu, notamment dans le milieu médical, hein, parce que vous avez des variations du LIC et du LEC. Le LIC, c'est quoi selon vous, le liquide intracellulaire, simplement? Vous le connaissez? Le cytoplasme? Oui, le cytoplasme. Le cytosol, plus exactement. Quand vous dites le cytoplasme, ça comprend les organites. Quand vous parlez du cytosol, c'est la partie liquide, en fait, le petit gel, hein, le petit gel à queue, l'environnement des organites. Bon, c'est le cytoplasme, hein, ne vous inquiétez pas, c'est très bien quand même. Et donc, quand on parle de liquide intracellulaire, on fait référence au cytosol. Et le liquide extracellulaire, globalement, j'extrapole, mais globalement, c'est deux grands compartiments, le plasma et le liquide interstitiel, dont la lymphe. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le liquide extracellulaire. Pour information, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu en cours, peut-être que je ne me souviens plus si c'est indiqué, notre eau à l'échelle de l'organisme, donc nous sommes composés à 60% d'eau. Sur ces 60% d'eau, 2 tiers se trouvent dans les cellules et 1 tiers constitue le liquide extracellulaire. Donc la majorité de notre eau se trouve dans les cellules. Donc augmentation de la volémie, puis après baisse de la pression osmotique. Ça, c'est simplement ce qu'on observe. Et puis, alors baisse de la pression osmotique justement par un effet de dilution. Et ces perturbations sont détectées alors, respectivement par des barorécepteurs, puisque je vais augmenter la volémie, je génère une augmentation de pression sanguine. Et les osmorécepteurs, nous en avons notamment au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus va capter l'osmolarité. Et de là, vous allez faire votre boucle de régulation. Donc, au bout d'une heure à peu près, on voit, hein, vous voyez que ça commence à diminuer au bout d'une heure. J'ai la mise en place de la régulation qui va ramener la volémie et la pression osmotique à peu près à la valeur de consigne. Donc là, c'est indiqué en kilopascal. C'est assez rare maintenant de mettre en kilopascal. Et globalement, la volémie revient à 5 litres et la pression osmotique va revenir à 285 milliosmoles au bout de 2 heures. Donc ça, c'est la réponse régulatrice. Et pour baisser justement la volémie, ça va passer par un effecteur en particulier, les reins, justement. Alors c'est vrai que je n'ai pas précisé, peut-être que là vous l'avez noté, hein,
baisse de la pression osmotique parce que justement du fait de l'effet de dilution de l'accumulation d'eau dans le sang. Et vous avez vu, c'est très vite régulé. On dilue notre sang, mais en fin de compte, on arrive à ajuster l'osmolarité. Monsieur, osmo R, c'est osmorécepteur? Oui, oui, R majuscule, c'est récepteur, oui, tout à fait. Donc, si ça revient à la valeur de consigne de départ, ça veut dire qu'il y a une régulation. Et là, donc, le seul organe qui se charge de réguler les sorties et les sorties d'eau, c'est le rein. Enfin, les reins, parce qu'on en a deux, bien sûr. Donc, les reins vont éliminer l'excédent d'eau, ils vont ajuster la quantité de sodium, et de là, vous allez ainsi rétablir les variables. Voilà, je vais passer. Alors, on n'a pas tout à fait terminé sur ce point, parce que finalement, pris comme ça, on a l'impression que voilà, le rein, naturellement, il ajuste comme si c'était instinctif, mais il y a quand même quelques facteurs supplémentaires qui vont agir sur ce rein, quelques éléments qui vont agir sur ce rein, qui vont contribuer à l'ajustement. De manière générale, là je vous pose la question, mais je pense que vous avez la réponse. Qu'est-ce qui va agir en particulier sur les reins pour permettre un ajustement plus fin, entre guillemets? Parce que les reins, ils font un travail de base, on va dire, mais si je veux affiner l'ajustement en eau et en sodium et en autres solutés, c'est quoi d'autre qui va agir en particulier sur les reins? On en a déjà parlé avec le système rénine-angiotensin. Des hormones, tout à fait. Donc, vous allez avoir l'action d'hormones. Bon, on va mettre un petit peu on rajoute un petit peu en précision. C'est bien de l'évoquer parce que les reins, bien sûr, ils font un travail de formation de l'urine, mais l'ajustement de la composition de l'urine définitive se fait notamment grâce à l'action hormonale. Donc, au final, le rein va augmenter le débit urinaire en augmentant ce qu'on appelle le DUFG. Le DUFG, c'est le débit d'ultrafiltration glomérulaire. C'est un débit, c'est le volume, le débit d'ultrafiltration glomérulaire, c'est le volume de plasma filtré par unité de temps. D'une manière générale, en moyenne, ce DFG, il est de 125 ml par minute. C'est à peu près 120-125 ml par minute. C'est le débit moyen urinaire que vous observez. Et puis, vous allez avoir le rein qui va être un cycle d'hormones de manière à ajuster la composition de l'urine et donc celle du plasma. Si on dans le milieu médical, dans les analyses, ce n'est pas un hasard si effectivement on analyse le sang, mais on analyse aussi l'urine parce que la variation de composition de l'urine est aussi un témoin indirect de ce qu'il y a dans notre sang. Donc, vous allez observer des sécrétions hormonales. Vous avez notamment l'ANP. Donc, alors, il y a plusieurs appellations pour l'ANP. Des fois, c'est le FNA, le PNA, l'ANP. Donc, ANP, c'est pour atrial natriurétique peptide ou peptide natriurétique auriculaire. C'est une hormone qui favorise l'élimination de sodium. Et justement, c'est pour éliminer, on a dit comme tout mouvement de sodium était associé à un mouvement d'eau, donc en éliminant le sodium, j'élimine également l'eau. Comme je veux empêcher
les pertes trop importantes, je veux favoriser l'élimination d'eau, je vais baisser la sécrétion d'hormones antidiurétiques parce qu'au contraire, cette hormone antidiurétique, justement, a pour fonction de retenir l'eau. Donc là, on va éviter qu'elle agisse sur les reins. Et puis après, vous avez la sécrétion d'aldostérone parce que justement, vous avez un effet de dilution. Vous allez chercher à retenir le sodium de manière à ajuster la composition. Alors, vous allez me dire, il y a une petite contradiction, on élimine le sodium, on le réabsorbe. En fait, il y a un équilibre qui s'établit de manière à faire le bon ajustement. L'ANP est surtout sécrétée suite à une augmentation de la pression artérielle. Monsieur, le S, c'est synthétisé. Sécrétion, pardon. Sécrétion. C'est là que je mets des petites abréviations si ça peut vous aider dans la prise de notes. Donc, le S avec le petit rond, sécrétion. Donc, ça également, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le cours, mais si vous en êtes là, en tout cas, la régulation concernant le débit urinaire, c'est assez local, parce que de toute façon, on en a déjà parlé, les reins vont ajuster le débit urinaire en fonction de la pression sanguine qui est en amont, donc là, c'est une régulation locale. Donc, globalement, ça s'arrête, tous ces processus s'arrêtent lorsque les valeurs sont revenues à leur valeur de consigne. Et l'urine produite est alors, on dit qu'elle est hyposmotique, puisqu'on cherche surtout à éliminer l'excédent d'eau. Et comme il y a eu un effet dilution du fait de l'apport d'eau, on va retenir le sodium. Donc, finalement, très peu de sodium va se retrouver dans l'urine. Et on dira que l'urine est hypoosmotique ou hyposmolaire. Il y a toujours un peu de sel dans les urines, mais bon, de manière générale, c'est assez faible. Mais les faibles variations, des fois, peuvent suffire à expliquer justement des régulations importantes. Monsieur, j'ai pas compris comment l'urine, elle peut être hypoosmotique si l'eau suit le sel, si le sel suit l'eau. Disons que là, vous allez ajuster, vous avez trop, le volume d'eau est trop important, la volémie est trop importante. Donc, si la volémie est trop importante, la pression artérielle est trop importante. Donc, pour baisser la volémie, on élimine de l'eau. Donc, la volémie va diminuer. Donc, on va perdre, le débit urinaire va augmenter. Et pour retenir le sodium, on réabsorbe le sodium. Mais disons que vous allez avoir... C'est vrai que, comment dire... parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous, d'un instant, on réabsorbe le sodium, on réabsorbe... Enfin, oui, on réabsorbe... Je vais essayer d'être clair pour ne pas que vous embrouillez, mais je comprends votre question. Disons quand le débit urinaire, des fois, est tellement important par rapport à la réabsorption de sodium, ce qui fait qu'on perd beaucoup plus d'eau que ce qu'on réabsorbe de sodium. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, on va réabsorber effectivement un peu de sodium. Dans tous les cas, il y a un peu de réabsorption de sodium. Je vais réabsorber un peu d'eau, mais cette quantité d'eau réabsorbée sera toujours très faible par rapport à celle qui a été éliminée. Mais donc la réabsorption, ça se fait au même endroit que l'élimination, c'est dans le rein, c'est au même endroit. C'est au niveau des reins. Et d'ailleurs, c'est bien que vous posiez cette question parce que justement, alors c'est en particulier au niveau des néphrons, je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, des néphrons, les unités qui forment l'urine. Et au niveau de ces néphrons, il y a des sites spécialisés. Certains dans le néphron sont plutôt spécialisés dans la réabsorption d'eau, d'autres sont plutôt spécialisés dans la réabsorption de sodium. Ce qui veut dire que des fois, vous n'allez pas avoir un mélange pour justement éviter ce genre de déséquilibre, pour pas qu'effectivement, on réabsorbe toute l'eau qu'on souhaiterait
pour pas qu'on réabsorbe trop d'eau non plus. Donc, le fait qu'il y ait des niveaux de spécialisation différents au sein du néphron, ça permet justement d'éliminer l'eau que l'on veut éliminer et de réabsorber le sodium sans trop réabsorber d'eau, justement. Vous n'avez pas encore vu le néphron en détail dans le cours? Si, on les a vus, mais j'avais une autre question du coup. Oui. Quand l'eau est éliminée, Mhm. du coup, c'est dans l'eau éliminée qu'on réabsorbe le sel. Oui. Et du coup, l'eau éliminée passe par les néphrons qui sont spécialisés dans la réabsorption du sel, c'est ça? Alors, les néphrons éliminent, les néphrons, ils filtrent le plasma. Quand ils filtrent le plasma, vous avez énormément d'eau qui passe au travers de cette filtration. Donc, vous avez beaucoup d'eau, vous avez toute l'eau et tout le sel qui est filtré. Et lorsque ça passe dans le néphron, c'est là où vous allez avoir des différences de réabsorption. Vous allez avoir des réabsorptions d'eau et des réabsorptions de sodium à d'autres endroits. Et c'est là qu'au final, l'urine que vous allez obtenir, c'est celle qui est issue de ces phénomènes de réabsorption différenciés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, c'est bon, j'ai compris, merci beaucoup. Non, parce que c'est compliqué la physiologie rénale, le fonctionnement des néphrons, mais globalement, il faut partir du principe que l'essentiel de l'eau de notre organisme est filtré au niveau des reins. Et une fois que ça arrive au niveau des reins, justement, c'est là que les néphrons réajustent en fonction de votre état. Si vous avez trop d'eau, on élimine plus d'eau qu'on en réabsorbe. C'est l'inverse si on n'a pas assez d'eau. Quand on n'a pas assez d'eau, quand on est déshydraté, on va faire en sorte de conserver l'eau. On va très peu en éliminer. Et par contre, l'urine, du coup, sera très concentrée. Le matin, l'urine, si l'urine, le matin, elle est très concentrée, elle a une couleur plus foncée le matin que le soir, parce que la nuit, on boit moins, on est plutôt déshydraté, on concentre l'urine. Le soir, elle est un petit peu plus diluée, l'urine. Donc, la couleur des urines est liée à cette différence, cet effet de dilution en fonction de l'apport hydrique que nous avons au quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est très, très variable. Donc, voilà pour ce principe-là. Bon, c'est vrai qu'on a malheureusement, j'aurais bien revu avec vous l'ensemble de la physiologie rénale. C'est vrai que c'est complexe, c'est intéressant, mais il y aura d'autres TD qui nous permettront de revenir sur le néphron, et je reviendrai sur ces processus, mais c'est vrai qu'il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, bon, là, on avance également, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, en justifiant qu'est-ce qu'on obtiendrait comme courbe si cette fois-ci on fait une ingestion de 9 grammes par litre d'un litre, d'un litre à une concentration de 9 grammes par litre de NaCl. Donc, si on ingère 1 litre à 9 grammes par litre, au final, on envoie à l'organisme 1 litre dont l'osmolarité est équivalente à celle du plasma. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous observeriez comme variation au niveau de la volémie? La volémie, elle va augmenter. La volémie va augmenter, d'accord. Ensuite, l'osmolarité, la pression osmotique. Elle va rester pareille, la même. Exactement. Parce que justement, là, il n'y a pas d'effet de dilution parce que la concentration est la même. Donc, au final, vous auriez les mêmes courbes de variation de la volémie sans variation de courbe de pression osmotique. Donc, on ne refait pas la courbe, on note juste ceci, je vous laisserai faire chez vous éventuellement, mais le principe est le même. J'absorbe un liquide, donc de l'eau, mais comme ce liquide est à 9 grammes par litre, donc l'osmolarité ne change pas, donc la courbe de pression osmotique ne varie pas. Par contre, le débit urinaire va quand même augmenter parce qu'on va quand même retrouver avec un excédent de liquide. Donc, ce qui veut dire que là, on va se retrouver avec un liquide qui va, donc vous allez augmenter le débit de filtration glomérulaire, vous allez là aussi ajuster la sécrétion hormonale. Là, comme vous n'avez pas besoin de réajuster la quantité de sodium, vous ne sécrétez pas l'aldostérone, et au final, l'urine que vous allez excréter sera isoosmotique. Autrement dit, elle aura la même osmolarité que le plasma.
Voilà, donc on va passer à l'exercice 3. Je crois qu'on n'aura pas le temps de faire l'exercice 4. J'avais un petit peu cette crainte quand j'ai vu le polycopier de TD avec le premier TD 4 exercices, mais bon, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, si on n'a pas le temps de le faire, je vous ferai passer la correction, ce sera plus simple. Donc, pour l'exercice 3, est-ce que vous avez des questions par rapport à ceci? Donc, certains commencent à me connaître. Hein, vous avez vu, moi, dès l'instant, je n'ai pas de tableau, je n'ai pas de quoi faire des schémas. C'est un peu compliqué, des fois, pour vous expliquer les choses simplement avec un document PowerPoint. Mais en tout cas, bon, j'essaierai de reprendre. Si vous avez des questions, en tout cas, d'ici la prochaine fois où on se retrouve, n'hésitez pas à mettre de vos questions de côté. Et puis je tâcherai d'y répondre. Je rappelle que la sécrétion d'ANP, au passage, hein, du peptide atrial natriurétique, ANP, atrial, je précise, ANP, ANP ou PNA, donc P c'est pour peptide, natriurétique. Qu'est-ce que vous comprenez par natriurétique dans N? N, natriurétique. Je pose la question à tout hasard. Natriurétique. Ça vous aidera, ça peut vous aider à comprendre la fonction de cette hormone. Natri. Donc, effectivement, ça fait référence, c'est natri, ça fait référence au sodium, et urétique, ça fait référence à l'urine. Donc, autrement dit, c'est un peptide qui favorise l'élimination de sodium dans les urines, natriurétique. D'accord? Donc, quand vous pensez ANP ou PNA, donc n'oubliez pas que l'appellation même de cette hormone doit vous renvoyer à la fonction de cette hormone. C'est une hormone donc, qui favorise l'élimination du sodium dans les urines. Et A pour atrial, parce que c'est sécrété par l'oreillette droite du cœur. Lorsqu'on a notre volume sanguin qui augmente, je vous précise, je vous donne juste cette petite précision, c'est que lorsque notre volume sanguin augmente, la pression artérielle augmente et ça provoque une distension de l'oreillette droite. En réponse à l'augmentation de la distension, cette oreillette droite sécrète l'ANP, qui va alors agir au niveau rénal, favoriser un petit peu d'élimination de sodium de manière à éliminer de l'eau, et donc la volémie va diminuer et la pression artérielle avec. Ça reste faible par rapport à d'autres hormones, mais c'est toujours, toujours ça, entre guillemets, en termes de régulation de la pression artérielle. Voilà, donc on passe maintenant à l'exercice suivant. Adaptation du rat kangourou en milieu désertique. Alors moi qui suis un spécialiste plutôt du corps humain, le rat kangourou, ne me posez pas de questions sur son mode de reproduction et sur son quotidien. On va essayer de faire avec les éléments que vous avez dans l'exercice. D'ailleurs, c'est un peu le but. Hein. Vous avez un exercice qui vous demande d'exploiter le document. Vous avez un tableau qui vous indique les variations corporelles et hydriques entre le petit rongeur qui vit dans le désert et l'homme. Donc, on vous indique ses apports d'eau, ses pertes. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, je rappelle qu'en tout cas, que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons globalement à peu près un apport d'eau de 2,5 litres. On estime que 1,5 litre d'eau est apporté par la boisson et 1 litre est apporté, un peu moins d'1 litre est apporté par les aliments. C'est vrai, quand vous mangez des pâtes, hein, vous savez, quand on étudie, on mange beaucoup de pâtes, hein, j'en sais quelque chose. Les pâtes, vous les mettez dans l'eau de cuisson. Oui, d'accord, je vais remettre la boisson, la diapo précédente. Juste remettre là. Voilà. Monsieur, donc, oui, je vous écoute. Par rapport au CM, dans le CM, il a dit que l'alimentation, c'était 2,2 litres. Et l'eau métabolique, c'était 0,3 litres. Mais du coup, c'est quoi l'eau métabolique? Alors, on va y venir. C'est vrai que 2,2 à 2,5 litres pour l'apport d'eau. Hein. C'est vrai qu'il y a 700 ml à 1 litre pour l'eau contenue dans les aliments, qui sont plus ou moins hydratés, comme les légumes. Et c'est vrai qu'on estime qu'il y a à peu près 200 à 300 ml d'eau métabolique. Et en fait, pour vous souvenir de ce qu'est cette eau métabolique, il faut penser à l'équation, le bilan moléculaire de la dégradation du glucose. C'est bon? Je peux passer à la diapositive suivante, parce qu'on m'a demandé de revenir un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris? Là, je vous renvoie à votre biochimie du premier semestre. Vous avez appris quoi concernant la dégradation totale du glucose?
Que ça produit des molécules d'eau, du coup, c'est Oui, ça? exactement, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous prenez la formule de dégradation du glucose, C6H12O6 plus 6O2, vous décomposez ce glucose en 6CO2 et 6H2O. Ben, l'eau du métabolisme, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit cette eau en particulier est produite? En particulier, parce qu'il y a d'autres endroits hein, au niveau métabolique. Tout ça, vous l'avez vu. Là aussi, je vous renvoie. Qu'est-ce que vous avez appris dans le métabolisme? Au niveau des mitochondries, c'est la chaîne respiratoire mitochondriale. Vous vous en souvenez? Quand elle convertit la chaîne respiratoire des mitochondries, l'accepteur d'électrons, c'est l'oxygène, et cet oxygène accepte les électrons, et c'est là que vous allez former de l'eau. C'est donc notre eau du métabolisme. C'est bon, c'est compris pour ça? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Donc c'est infime, mais c'est quand même une eau qu'on récupère, qu'on ne perd pas. Donc l'eau métabolique, on dit qu'elle vient, donc cette eau métabolique, c'est ce qu'on appelle l'eau endogène, c'est de l'eau que nous produisons quelque part. Elle vient de notre métabolisme oxydatif, c'est-à-dire de l'oxydation des nutriments, en présence de dégradation aérobie. Vous avez principalement le glucose et les acides gras. Et là, je vous renvoie à cette équation, simplement, hein, bon, pour les glucides ou pour les lipides, vous êtes toujours associé à la dégradation en conditions aérobie, bien sûr, en présence d'oxygène, vous avez une production d'O2. Alors bien sûr, cette eau, toute l'eau en question ne va pas, l'eau qui est produite par le métabolisme, il y en a une partie qu'on conserve, mais une partie qui va être éliminée sous forme de vapeur d'eau. Vous savez que quand on expire, l'air qu'on expire, on expire de l'eau sous forme de vapeur d'eau. Quand on fait la buée, quand on veut par exemple nettoyer ses lunettes, on fait la buée, donc il y a de la vapeur d'eau dans notre air expiré. Donc là aussi, c'est de l'eau qui vient de notre métabolisme. Donc globalement, bon, ça c'est pour à titre informatif, hein, le petit tableau que vous avez là, qui vous montre que globalement, comme les lipides, effectivement, c'est plus énergétique d'ailleurs que les glucides, et c'est plus gros en termes de composition atomique. Donc ce qui veut dire que les lipides vous permettront de libérer beaucoup plus d'eau que des glucides. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous savez que les dromadaires ou les chameaux, dans le désert, ils ont une bosse. Alors, le dromadaire, une bosse, et les chameaux, deux bosses. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bosses? Des lipides? Voilà, c'est du tissu adipeux, la matière grasse. Et cette graisse qui est contenue dans leur bosse, elle a une double fonction. Une fonction énergétique de réserve, mais une fonction hydrique, c'est-à-dire, comme vous le voyez, en dégradant les lipides de réserve, ben, ça va leur apporter de l'eau. Et c'est comme ça que voilà pourquoi ce sont des animaux très résistants dans le désert, parce que justement, le fait de dégrader les lipides de leur réserve leur fournit de l'eau métabolique. Ensuite, je passe à la diapositive suivante. Est-ce que c'est noté? C'est bon? Ensuite, la vaporisation. Donc, l'apport d'eau donc, par le métabolisme, c'est fait. La vaporisation, cette fois-ci, celle qui est indiquée donc dans les pertes, parce qu'effectivement, on perd de l'eau de plusieurs façons, par les urines, donc 1,5 litre d'eau à peu près par jour, par les selles. Les selles sont toujours un peu hydratées, heureusement, parce que si les selles n'étaient pas hydratées, ce serait la constipation. Donc, il y a toujours un peu d'eau dans les selles. Mais quelles sont ces pertes d'eau par vaporisation? À votre avis? Alors oui, Inès, oui, pardon, j'ai pas eu votre message. Sueur et respiration. Effectivement, donc la vaporisation, c'est donc les pertes par la respiration, donc ce que je vous ai expliqué, les pertes d'eau, et donc et la transpiration, donc
qu'on perd aussi de l'eau par la sueur. Et cette sueur a un rôle de thermorégulation, elle va s'évaporer. Et c'est lorsque la sueur s'évapore qu'on perd de la chaleur, on refroidit notre corps. Donc globalement, voilà les pertes par vaporisation. Ensuite, troisième question, alors ça j'ai oublié de noter 3, hein. Aidez-vous du schéma, aidez-vous EZ, oui, ça aurait été mieux, du schéma pour expliquer les différences entre les deux espèces. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, ce qu'on appelle les pertes par vaporisation sont des pertes insensibles. C'est anecdotique par rapport au fait qu'on n'a pas de, ce sont des pertes d'eau qui ne sont pas régulées, c'est-à-dire qu'on a des pertes d'eau régulées, des pertes qui sont non régulées. Alors juste, troisième question, donc, pour expliquer les différences entre les deux espèces. Alors déjà, comment nous, on peut par exemple expliquer le fait qu'on va par exemple retenir l'eau par la respiration, entre autres. Donc nous avons ici une anatomie au niveau des fosses nasales. Vous voyez que l'air que vous inspirez, l'air qui est donc un peu plus frais, va se retrouver au niveau de vos muqueuses nasales, va descendre et puis va se réchauffer. Donc l'air qui entre est réchauffé, humidifié, c'est ce qui va refroidir un peu votre cavité, vos fosses nasales, mais dans tous les cas, l'air doit arriver au niveau de vos poumons à une température proche de la température corporelle. Par contre, quand vous expirez, l'air est plus chaud, et cet air est plus chaud, il est refroidi lorsqu'il approche de la muqueuse nasale, et il y a un effet de condensation qui fait que cela va humidifier la muqueuse nasale. Donc vous conservez quelque part de l'eau grâce à ce principe. Donc, c'est ce qu'on appelle un mécanisme à contre-courant entre respiration et expiration. Donc, les fosses nasales ainsi limitent la perte d'eau. Déjà, c'est une petite remarque pour expliquer le mode de conservation de l'eau. Donc là, c'est une précision donc, anatomique. Concernant cette fois-ci le rat kangourou. Le rat kangourou, il doit s'adapter à un milieu très pauvre en eau. Donc, il y a peu d'entrées. Donc, autrement dit, il a peu de moyens pour trouver de l'eau. Et pour cela, il y a plusieurs façons de s'adapter. Donc, vous avez ici, il doit optimiser les apports d'eau, donc recyclage de l'eau métabolique. Il va limiter les sorties d'eau. Donc, on peut voir avec le schéma donc, les fesses déshydratées avant la dessiccation. Donc, les sels vont être très peu concentrés en eau, donc vont être très déshydratés. Ça lui permet de garder un peu l'eau contenue dans les sels. Donc, il a peu de pertes urinaires, il a des reins efficaces. Donc, l'urine est très concentrée. On dit que l'urine est de l'ordre de 5000 milliosmoles. Donc, c'est quand même pratiquement 4 fois plus élevé que la nôtre. C'est-à-dire que l'urine va former une urine très concentrée, autrement dit, qui contient très peu d'eau et très riche en soluté. Et ensuite, si vous vous intéressez également à cet organisme, donc la perte d'eau est limitée notamment par des adaptations comportementales, par exemple une vie diurne dans un terrier frais. Vie diurne, c'est-à-dire la journée, il vit dans son terrier qui est frais, et justement, là aussi, la différence de température génère une humidité qui va lui permettre de récupérer l'eau de l'humidité dans ses voies respiratoires, puisque par effet de condensation, justement, il va récupérer l'eau qui est présente dans l'air humidifié. Et puis aussi, il a une structure anatomique, justement, au niveau des fosses nasales, qui lui permet, là aussi, de mieux retenir l'eau dans l'air qui est inspiré.
Donc, globalement, ce que vous avez, ce qui est dans le texte qui est indiqué ici, voilà, donc il y a plusieurs adaptations. Donc, on vous demande de vous aider du schéma. Donc, l'eau métabolique qui vient des graines. Vous avez donc la vie dure dans le terrier frais qui permet donc l'humidité respiratoire. Et puis après, donc l'eau ingérée avec les graines. Et puis des reins très efficaces qui vont faire une urine très concentrée. Plus l'urine est concentrée, en gros, globalement, plus l'urine est concentrée, moins elle est riche en eau, entre guillemets. Voilà, donc ce que je ferai pour l'exercice 4, je vous en ferai une correction et je vous l'enverrai par mail durant le week-end. Je vais essayer de faire ça dans l'après-midi pour ne pas trop traîner, pour remettre à plus tard. Parce que là, clairement, ça m'aurait étonné qu'on ait le temps de faire les 4 exercices comme ça pour 1h20. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu faire 15 minutes par exercice. Bon courage. Donc, est-ce que vous avez des questions, sinon, mis à part ça? Alors, est-ce que les larmes entrent en compte dans ces pertes? On pourrait dire que oui, mais à condition de pleurer tous les jours. Et quand on est adulte, ce n'est plus trop le cas, quoi. Ou alors, pleurer, ou si on est soumis à de l'irritation, parce qu'il n'y a pas que l'émotion qui fait qu'on pleure, l'irritation, mais comme non, on n'en tient pas compte. Ce n'est pas quelque chose considéré comme physiologique, comme une situation suffisamment importante et quotidienne pour en tenir compte. Mais c'est vrai que c'est bien d'y penser. Voilà. Mais si on pleure beaucoup, effectivement, on perd beaucoup d'eau. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve alors, est-ce que peut-être vendredi, alors peut-être le groupe A vendredi prochain, en tout cas, quand je dis peut-être, c'est bien sûr en présentiel. Je n'ai pas eu d'informations sur une modification de notre format actuel. Donc, groupe A en présentiel la semaine prochaine, groupe B dans 2 semaines, et puis en distanciel dans 3 semaines, donc avant votre semaine de vacances, s'il n'y a pas de modification d'ici là. Prenez soin de vous, merci de votre attention, et puis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.